Avant même de commencer, donc là, ça c'est une coupe de cerveau, de souris, dans lesquelles vous voyez trois types cellulaires, des neurones en orange, des astrocytes en violet, des microglies en vert. Et puis j'espère que vous voyez déjà qu'il y a des contacts, des interactions. Et donc c'est de ça dont il va être question, hein, des interactions entre ces cellules. Et voilà. En fait, plus précisément, je vais vous montrer que les neurones, leur rôle, je vais vous dire que ça conduit et ça transmet les potentiels d'action. Voilà, c'est ça. Et que ça induit des contraintes énergétiques et fonctionnelles formidables. Je vais vous dire que les cellules gliales, donc les autres cellules, surtout les oligos et les astrocytes, ça contrôle l'environnement des neurones, en fait. Je vais aussi vous dire que le cerveau est isolé du milieu intérieur et qu'il y a des barrières, hein, des vaisseaux, et que ça induit le fait qu'il y ait des macrophages, on va en reparler. Voilà. Et en fait, tout au long de cet exposé, vous allez voir, je vais vous dire que finalement le cerveau c'est une structure optimale, mais assez imparfaite. Et il y a plein de fois où quand on regarde toutes ces cellules, on se dit mais moi j'aurais pas fait comme ça en fait. D'accord ? Et puis on m'a rien demandé, donc donc je vais juste vous raconter quoi. Voilà. Alors, vous savez, en sciences, en biologie surtout, on dit souvent que les avancées technologiques précèdent les avancées conceptuelles. Et bon, là, on a eu une démonstration. Et c'est vrai aussi dans le cerveau. Et il n'y a pas longtemps, en 2015, il y a des techniques de microscopie électronique en 3 dimensions qui ont été développées. Et les gens ont regardé du cerveau, en fait, hein, en 3 dimensions. Donc, un petit bout de cerveau ici, ils ont fait 1000 coupes de microscopie électronique. Alors, en fait, c'est une autre technique, mais parce que je me suis trompé. C'est une nouvelle technique de microscopie électronique à 3 dimensions qui a été développée. Ça s'appelle le serial block face, où en fait, on prend un bloc, on fait une image de microscopie, on coupe le bloc, on refait une image, etc. en profondeur, et ça donne la structure 3D. Donc je croyais que ce papier avait utilisé ça, mais en fait non, ils ont juste fait 1000 coupes et ils les ont regardées à l'ancienne. Et donc voilà ce que ça donne. Donc quand on regarde toutes les coupes, donc vous voyez, chaque structure, ça appartient à une seule cellule. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ces structures, ils les ont identifiées. Vous voyez, ils ont assigné une couleur à une cellule, en fait. Hein, c'est de l'identification semi-automatique. Et comme ça, puisque chaque cellule, finalement, dans ce bloc est identifiée, on peut après faire une reconstitution en 3D de cette structure-là. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Voilà, ça fait cette reconstitution en 3D de cette structure, et donc ensuite on peut éclater la structure pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Et donc moi ce que je recommande, c'est de surtout jamais montrer ça à des étudiants, parce qu'ils diraient c'est impossible de comprendre, c'est trop compliqué, ils feraient de la finance. Et donc faut pas leur montrer ça. Voilà. Je compte sur vous. Néanmoins, nous, quand on a commencé, on ne savait pas. On a bossé dessus, en fait. Voilà. Et en plus, donc déjà, c'est très compliqué. Et puis voilà. Et puis en plus, cette structure, vous voyez, c'est ça, là. Ça, c'est des 2 neurones. C'est 1/300 millionième d'un cerveau de souris. D'accord ? Et puis un cerveau de souris par rapport à l'humain, vous voyez, c'est dérisoire. Donc on se dit, mais... c'est beau, mais ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Alors, cette histoire d'avancées conceptuelles, d'avancées technologiques qui précèdent les avancées conceptuelles, en fait, c'est depuis le début. Voilà, depuis le début. En fait, vous savez, hein, le microscope a été découvert par Anton von Leeuwenhoek en Hollande, et ça a changé la manière dont on voyait le vivant, puisque lui, c'était un drapier qui était assez curieux de ce qui l'entourait, et puis tout ce qu'il avait sous la main, il le regardait dans son microscope. Il n'a jamais voulu dire comment il a fait son microscope. Et puis, donc, vous voyez, il est allé dans la mare à côté, il a regardé, il a vu la vie microscopique, et puis, sans qu'on sache comment, il a regardé des spermatozoïdes humains. Vous voyez, alors, il a sans doute regardé le cerveau, mais il n'y a rien, d'accord ? Et puis alors ensuite, vous savez, il y a Theodor Schwann qui a proposé la théorie cellulaire. Et puis c'est intéressant en plus pour ces journées parce que, en fait, Theodor Schwann, il a discuté avec un copain botaniste
Matthias Schleiden. Et puis, ce Matthias Schleiden lui a dit, c'est marrant, dans les racines des plantes, on a l'impression que les noyaux viennent de noyaux mères, enfin qu'il n'y a pas de création, quoi, que ça descend les uns des autres. Et Theodor Schwanz lui a dit, c'est dingue, parce que moi j'étais en train de regarder dans la notocorde, et puis je vois la même chose. Et donc, en réfléchissant à ça, il s'est dit, en fait, la cellule, c'est l'unité fondamentale du vivant. Toutes les cellules descendent d'autres cellules. Vous voyez, donc c'est neuro et plantes, hein, on y est là. Et sans doute que lui aussi a regardé le cerveau, mais il n'avait rien vu, en fait. Il voyait rien dans le cerveau. Et en fait, s'il ne voyait rien, c'est le cerveau, vous savez, c'est comme du beurre, hein, c'est que de la graisse, donc c'est pour ça qu'on ne voit rien avec les techniques traditionnelles. Et c'est Joseph von Gerlach, un Allemand, hein, il y a une grande école de neuroanatomie allemande, qui le premier, en fait, s'est dit, mais si on ne voit rien, peut-être qu'il faut traiter chimiquement le cerveau pour changer ses propriétés. C'est lui qui a eu l'idée de fixer, en fait, le cerveau au bichromate de potassium, de le colorer, et puis il a lacéré aussi, il l'a pas coupé, il a lacéré avec des aiguilles. Et puis au passage, c'était le moment où il y avait de l'explosion de la photo argentique. Il a fait des photos, c'est le premier. Et lui, il a observé un profil comme ça. Et il s'est dit, oui, voilà pourquoi on ne voyait rien en fait. C'est parce qu'il n'y a pas de cellules dans le cerveau. Ce sont que des fibres. Et c'est donc la théorie réticulaire du cerveau, disant, en fait, oui, le cerveau, ce sont des fibres. Et puis le signal nerveux circule dans ces fibres. Alors l'ironie, c'est qu'il avait vu des neurones, en fait, mais il disait que c'est des structures de réserve. Parce que forcément, il y a des cellules dans le foie, dans le muscle. On ne peut pas imaginer que dans le cerveau, on pense avec la même chose que dans le foie, quoi. Donc, et puis ça allait bien, je ne sais pas si vous le lisez, avec les idées de Descartes, hein, qui disait que l'esprit circule à travers les nerfs qui étaient vides. Donc cette théorie qui nous paraît complètement farfelue, en fait, elle récapitulait bien l'état des connaissances de ce moment-là. Et cette théorie réticulaire a duré très longtemps, en fait, et il y a beaucoup de gens qui travaillaient dessus. C'est facile, avec le recul, de se moquer un peu et de dire qu'ils ne comprenaient rien, les Allemands. Voilà. Et alors, cette histoire aussi d'avancée technologique, des fois ça ne marche pas toujours. Vous savez, Camillo Golgi, c'est quand même un grand biologiste, c'était un psychiatre italien qui s'ennuyait, il était dans un hôpital gériatrique, et il s'ennuyait, alors il faisait des trucs dans la cuisine. Et comme il y avait justement l'explosion de l'argentique, il s'est dit, on va tester ça sur des cerveaux. Et en fait, la coloration argentique qu'il a mis au point, en fait, il y a un précipité qui arrivait quelque part dans le cerveau, on ne sait pas encore pourquoi, et puis ce précipité grossissait jusqu'à ce que quelque chose l'arrête, c'était la membrane, bien sûr, et donc il pouvait identifier des cellules. Mais lui, il n'a pas dit que c'était des cellules, il s'est dit non, c'est juste un bout du réseau. Et il était farouchement pour la théorie réticulaire du cerveau, bien qu'il ait mis au point une technique qui a révolutionné le cerveau. Et ça, vous voyez, c'est ce qu'on fait maintenant, hein. Un microscope à 2 photons à 600 000 euros. C'est pareil, en fait, hein. C'est pareil. Voilà. Et donc, cette coloration argentique de Golgi, en fait, elle a été utilisée par Ramón y Cajal. Je ne sais pas si vous connaissez Santiago Ramón y Cajal, c'est le père, le fondateur, le dieu vivant de la neurobiologie moderne. Puisque lui, en fait, donc il était médecin, il s'ennuyait à regarder des muscles, en fait. Et puis un jour, il était avec un copain à lui, c'est ce qu'il a écrit dans ses mémoires, hein, Simaro Lacabra, un peu comme quelqu'un qui t'a dit de regarder les protons. Simaro Lacabra lui dit, c'est marrant, moi j'utilise une coloration d'un Italien, ça donne des trucs bizarres. Et Golgi est allé chez lui, là, à regarder, et puis il dit, voilà, j'ai eu une révélation, j'ai compris ce qui se passait dans le cerveau. Et alors, quand on lit ça, on se dit quand même, les Espagnols, ils en rajoutent. Hein. Et en fait, non, c'est vrai, il a révolutionné le monde du cerveau, puisqu'il a compris que non, enfin, il a proposé que non, ce n'était pas, le cerveau n'est pas un ensemble de fibres, mais il y a bien des cellules. Et donc, c'est ce genre d'observation qu'il a vu, hein, c'est un cortex, un bout de cortex. Et il a vu donc des cellules. Et il a vu des cellules, mais il a proposé plus que ça. Donc il s'est dit, donc il y a un réseau, effectivement, mais un réseau de cellules,
Ah mince, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne présentation. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un réseau de cellules. Et ce qu'il a remarqué, en fait, c'est que dans ces cellules sont asymétriques. Hein, et donc, elles sont asymétriques parce que vous voyez, il y a certains prolongements qui sont plus gros, qui partent du corps cellulaire, qui sont plus gros, qui sont un peu, qui ont des sortes d'épines dessus. Et il y en a beaucoup qui partent du corps cellulaire, hein, c'est les dendrites. Et puis, il y en a d'autres, des prolongements qui sont beaucoup plus fins, où il n'y a pas d'épines, et ce sont les axones. Donc, vous voyez, il y a une dissymétrie. Et puis, alors, il s'est dit, bah, puisqu'il y a des cellules et qui doivent communiquer entre eux, il doit y avoir des zones d'interaction. Il n'a pas appelé ça des synapses, et ça a été démontré avec la microscopie électronique par Sherrington dans les années 50, je crois. Donc, mais lui, il avait anticipé ça. Et puis l'autre chose qu'il a remarqué, en fait, c'est qu'il y a plusieurs types de neurones. Vous voyez, il y a ces neurones qui projettent loin, un peu partout dans le cerveau, et puis il y en a d'autres qui sont à l'intérieur, dont les prolongements restent à l'intérieur du cerveau. C'est les interneurones. Ce sont des neurones inhibiteurs, alors que les autres sont des neurones excitateurs. Ça, il ne le savait pas. Hein. Et alors, c'est la surprise de ce qu'il y a derrière. Ouais, voilà, bon, pardon. Alors, donc ça, c'était Ramón y Cajal, hein, avec des colorations argentiques, argentiques. Et puis, vous voyez, en février 2019, là, il y a des gens qui ont utilisé la technique du light sheet, des feuilles de lumière. C'est des microscopes de type confocal, mais qui permettent de regarder des énormes surfaces. Et puis, en fait, ils ont regardé un cerveau de souris. Vous voyez, finalement, c'est un peu la même chose, mais c'est quand même plus spectaculaire. Donc vous voyez les neurones du cortex avec leur prolongement. Et puis on s'enfonce dans le cerveau, on voit bien hein, les prolongements un peu partout. C'est une technique aussi nouvelle où on transparise le cerveau, en fait on enlève les lipides et le cerveau devient transparent, on peut voir en 3D dans le cerveau, vous voyez toutes les cellules. Et puis on va aller vers les bulbes olfactifs. Donc on voit, c'est pas tous les neurones qui sont marqués, sinon on verrait rien. C'est une souris transgénique particulière où il y a quelques pourcents des neurones qui sont marqués. Vous voyez, on remonte vers les bulbes olfactifs et puis ensuite on revient. Voilà, c'est très, très joli, très spectaculaire. Et ça, c'est l'hippocampe, dont on reparlera tout à l'heure. Voyez. Donc finalement, Cajal, lui, avait compris hein, que c'était un réseau structural. Il s'était dit que comme les cellules sont polarisées, le réseau doit être lui-même polarisé, et donc le signal doit diffuser dans un sens. Et là encore, là, il a été assez remarquable dans la manière dont il a compris le sens de circulation de l'information. C'est tout simplement, il est allé à la rétine, où l'information arrive, et puis c'est comme ça qu'il a vu donc, des dendrites, des axones, des synapses, des interneurones, et donc l'information circule des dendrites vers le corps cellulaire, puis vers l'axone, pour partir loin dans le cerveau. Et en fait, en faisant ça, il a compris donc, que la structure détermine la fonction, porte la fonction, et il a fait ça dans tout le cerveau, il a prolongé comme ça dans tout le cerveau. Et vous voyez ici, ça c'est un dessin de Cajal, et vous voyez peut-être il y a des flèches. Ces flèches donnent le sens de la circulation de l'information. Et bien là, par exemple, donc, les fibres arrivent du cortex, c'est dans l'hippocampe, on est dans cette structure, l'hippocampe. Les fibres arrivent du cortex, projettent vers ce qu'on appelle le gyrus denté. Les neurones du gyrus denté projettent vers CA3, qui projettent vers CA1, qui projette vers l'extérieur du cerveau. Donc vous voyez, ce réseau qu'il a mis en évidence est encore valable. Hein. Tout le monde travaille encore sur le réseau que Cajal a identifié. Et puis la chose amusante, intéressante, c'est que vous voyez, Golgi avait lui aussi regardé l'hippocampe, c'est la même structure, mais Golgi n'avait pas compris en fait qu'il y avait ce système de réseau. Et vous voyez, le dessin est très joli, mais il ne sert à rien. Hein. Donc c'est Golgi quand même, quoi. C'est pas le premier venu. Donc faut être plus généreux avec les étudiants en TP quand ils dessinent mal, parce que Golgi, il aurait eu 2. Donc voilà. Et alors ce que Cajal a compris, hein, c'est que ces réseaux, donc les neurones sont constitués en réseaux, et ces réseaux sont conservés. Ils sont stéréotypés d'un individu à l'autre, on a tous les mêmes, mais ils sont conservés en fait parce qu'il a regardé tous les cerveaux de tous les animaux possibles.
Et dans tous ces cerveaux, on retrouve globalement les mêmes réseaux. Voilà. Alors donc, on en est là finalement à comprendre, si on veut se dire finalement au niveau cellulaire, qu'est-ce qui fait que le cerveau fonctionne si bien, on en est, il faudrait qu'on essaye de comprendre ce réseau, comment il marche, et quelles sont les propriétés cellulaires de ces cellules qui en font sa particularité. Alors, donc là, un réseau, finalement, ce serait ça, hein, ce serait des neurones excitateurs en marron, et puis des neurones inhibiteurs, les interneurones en bleu, et puis qui font des synapses entre elles. Alors, dans le système nerveux central, 50% des synapses sont excitatrices, et le neurotransmetteur, c'est le glutamate, et puis environ 30% sont inhibitrices. Le neurotransmetteur, c'est de la glycine, donc des acides aminés. Au passage, on va en reparler tout à l'heure. Et juste comme ça, parce qu'il m'a semblé que des fois, c'est pas si clair que ça. Donc, Caral avait remarqué que sur les dendrites, il y a des épines. Il disait c'est un peu gelé. Et en fait, ce sont des synapses. Les synapses excitatrices sont majoritairement portées par des épines. Vous voyez, en microscopie électronique, on voit une épine. Ici, ça c'est le postsynaptique, le présynaptique avec les vésicules, et donc il y a une épine. C'est ce qu'on voit sur la reconstitution de tout à l'heure. Vous voyez, il y a plein d'épines, ce sont les synapses excitatrices, alors que les synapses inhibitrices, elles, ne sont pas sur des épines, elles sont sur l'axone, sur le dendrite, qu'on voit là. Et puis l'autre chose qui n'est peut-être pas toujours très claire, c'est que la majorité des synapses dans le système nerveux sont dites en passant, c'est-à-dire que l'axone passe le long de l'épine et fait une synapse. Ce n'est pas comme dans la jonction neuromusculaire où la synapse est terminale. Les synapses dans le cerveau sont en passant. Et en anglais, on dit en passant. Voilà, aussi. Donc, vous avez appris un mot anglais en plus aujourd'hui. Donc voilà. Donc elles sont inhibitrices. Alors, il y a une chose qui est, à mon sens, fondamentale quand on veut comprendre cette organisation du cerveau, c'est la contrainte énergétique. Parce que finalement, on se rend compte, c'est quelque chose de connu qui a été bien étudié par un groupe anglais, le groupe de David Atwell. Le cerveau consomme 20% de notre énergie alors qu'il ne représente que 2% de notre poids. Donc il y a quelque chose dans le cerveau qui fait qu'il y a une énorme consommation d'énergie. Et c'est David Atwell encore qui a calculé d'où vient cette consommation. Il a calculé que en fait, 20% de la consommation du cerveau vient du maintien du potentiel de membrane. Les neurones sont des énormes cellules, et pour maintenir le potentiel de membrane, ça coûte cher. 20% de la consommation, c'est dû au potentiel d'action, d'accord. Et puis le reste, 60%, c'est les synapses, en fait. J'imagine que vous savez d'où vient cette consommation d'énergie, bien sûr. Donc c'était le concours ENS 2018, rappelez-vous. C'est bien sûr le fait de devoir sortir le sodium qui rentre à chaque fois, à chacun de ces étapes. Il y a plein de sodium qui rentre, il y a du potassium qui sort, bien sûr, mais il y a du sodium qui rentre, et comme le sodium est loin de son potentiel d'équilibre, ça coûte très cher en énergie. Voilà, tout vient de là, de récupérer ça. Et puisqu'on a besoin d'énergie, bien sûr, l'énergie dans notre organisme, ça vient du glucose. Et donc, il faut que les neurones soient pas loin d'une source de glucose, donc pas loin de vaisseaux. Et effectivement, le cerveau est un organe hyper irrigué. Il y a plein de vaisseaux partout. Vous voyez, c'est une reconstitution, et chaque point est une cellule. Et il y a des vaisseaux absolument partout. Voilà. Alors ça c'est bien sûr important, parce que dans le sang, il y a plein de glucose, donc c'est au bon endroit, mais ça pose un problème massif. Et vous allez voir que là, à chaque fois, il y a un problème, c'est le principe de l'évolution en fait, il y a un problème, il y a une solution qui est trouvée, qui rapporte un autre problème, on retrouve une solution, et c'est pour ça que je dis, vous allez voir, c'est un peu bancal à la fin, mais ça marche quand même. Et alors le problème que ça pose, c'est que dans le sang, il y a du glucose, mais il y a aussi du glutamate. D'accord. Et il y a des flux de glutamate, et si le glutamate rentrait, ce serait une catastrophe, parce que, je vous rappelle, les synapses sont glutamatergiques. D'accord. Et donc, s'il y avait du glutamate, en fait, ce serait une épilepsie totale, ça ne marcherait pas. Et donc, vous voyez, déjà, on se dit, c'est bizarre quand même, comment, au cours de l'évolution, ça a été le glutamate qui a été sélectionné, alors qu'il y a du glutamate partout. Moi, je n'y étais pas, on ne m'a pas demandé mon avis, donc je ne fais que commenter. Mais c'est quand même assez étonnant.
Et eh bien, voilà, donc juste c'était un panorama pour l'instant sur les neurones. Donc ce que je vous ai dit, hein, c'est que les neurones sont dans un réseau structural et fonctionnel. Leur spécificité, c'est la conduction et la transmission d'informations. Et puis, il y a une sorte de quadrature du cercle à résoudre. Comment on peut récupérer des ressources en évitant tous ces produits toxiques. J'ai parlé du glutamate, mais il y a aussi de la glycine. Il y a aussi plein de protéines qui ne sont pas forcément souhaitables dans le cerveau. Et donc, comment on fait, en fait, hein, pour résoudre tout ça? Eh bien, ce que je voudrais vous montrer, c'est que les cellules qu'on appelle les cellules gliales résolvent ce paradoxe. Elles fournissent l'énergie aux neurones, elles contrôlent l'environnement, et puis, ce faisant, elles confèrent des nouvelles propriétés qui augmentent encore plus les propriétés des neurones. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et juste avant, encore un petit peu d'histoire. Cette notion de cellule gliale, en fait, elle a été proposée par un Allemand encore, Rudolf Virchow, qui en fait a piqué les données d'un Tchèque, Karel Rokitansky, donc qui avait proposé que, en fait, dans le cerveau, s'il y a du nerf et des vaisseaux, ben, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui tienne entre les deux. Voilà, ça c'était Karel Rokitansky qui a dit ça, et lui, Rudolf Virchow, il a dit, bah oui, c'est du mastic. Il a appelé ça du mastic. Et puis, en fait, dans quelques années après, il a barré, c'est dans un livre, il a fait une note de bonne page, il a dit finalement, on va appeler ça neuroglia. Voilà, et hop, et donc c'est devenu de la glie. Ce qui n'est pas du neurone dans le cerveau, c'est de la neuroglie. Et initialement, il n'a pas du tout pensé à des cellules. Hein. Pour lui, c'était une structure, quoi, quelque chose de conjonctif. Et au passage, vous voyez, c'est le dessin princeps de Rudolf Virchow. Donc, vous voyez, vos étudiants en TP, ils font mieux. Mais on ne se souvient plus de leur nom. Voilà. Et au passage, vous voyez, ces trucs-là, ce sont des corps amylacés. Il appelle ça des corps amylacés. C'est quand on fait mal la fixation du cerveau, ben on a ça. Donc, en plus, il manipule mal. Et, voilà. Bref. Mais donc, lui, il n'avait pas identifié qu'il y avait des cellules. Mais néanmoins, donc, il y avait ces cellules-là. Et bien sûr, encore une fois, quand il s'agit de faire des choses sérieuses, c'est Ramon y Cajal qui, le premier, a identifié des cellules gliales, les astrocytes, en changeant les méthodes de fixation. Donc, il a changé la technologie pour apporter quelque chose de nouveau. Et puis, vous voyez, il a dessiné ces cellules, ces astrocytes en forme d'étoile, accolés à des neurones ou accolés à des vaisseaux. Et on va en reparler. Hein, c'est tout à fait remarquable, puisqu'il avait anticipé déjà la fonction des astrocytes sans savoir vraiment à quoi ils servaient. Et puis, donc voilà, il y a déjà ces deux cellules, hein, les cellules endothéliales, c'est les cellules des vaisseaux. Et puis, dans le labo de Cajal, 20 ans après, en fait, il y a un de ses étudiants, Pio del Rio Ortega, qui a lui aussi a bidouillé un peu, et puis il a trouvé d'autres cellules qui n'étaient pas des neurones et pas des astrocytes. Il avait appelé ça le troisième élément, un peu tremblant, parce que Cajal, quand même, c'était un scientifique important, mais c'était, semble-t-il, un caractère fort. Et en fait, il avait découvert les microglies et les oligodendrocytes, les deux autres types principaux de cellules gliales. Et pour la petite histoire, il s'est fait virer par Cajal, par une lettre sur son bureau, tu es viré. Voilà. Il y a d'autres développements, mais je ne peux pas les dire, parce que si je suis enregistré, j'ai peur. Voilà, parce qu'il semble qu'il était homosexuel. Bref. Alors, il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue, pareil, histoire des sciences, c'est combien il y a de cellules dans notre cerveau, combien il y a de cellules dans le cerveau de souris ou d'hommes. C'est une histoire amusante qui a été bien décrite par cette chercheuse brésilienne, Susana Herculano-Usel. En fait, pendant longtemps, on ne savait pas combien il y avait de cellules dans le cerveau parce que c'est très difficile à compter, vu que le cerveau est très hétérogène. Et donc, quand les gens comptaient à un endroit, ils ne pouvaient pas en déduire combien il y avait de cerveau dans tout le cerveau, combien il y avait de cellules dans tout le cerveau. Et en fait, c'est Susana Herculano-Usel qui simplement, un jour, elle s'est dit, on va dissocier les cellules et les compter. C'est bête, hein, mais il fallait le faire. Personne ne l'avait fait avant elle. Et en fait, elle a compté les noyaux.
Et donc, on peut les compter. Et en plus, les noyaux des neurones, en fait, expriment un facteur de transcription, on ne sait pas à quoi il sert, NEN. Et donc, ça permet de même compter les neurones et les cellules non neuronales dans un cerveau. Voilà, c'est tout bête, mais c'est elle qui l'a fait. Et c'est comme ça qu'elle a compris elle a compté qu'il y avait 86 milliards de neurones, 86 milliards de cellules non neuronales ou gliales. Donc, le rapport, c'est 1 dans le cerveau entier. Mais en fait, vous voyez, selon les zones, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, dans le cervelet, c'est une toute petite structure qui représente 10% de notre cerveau, c'est ça. Il y a la majorité des neurones, de nos neurones, alors que le cortex, qui est vraiment le cerveau, quoi, en fait, il y a plus de cellules gliales que de neurones. Donc, vous voyez, c'est pas très clair, c'est pas très simple. Et puis, elle a fait la même chose dans tous les animaux. Elle a fait du Caral, elle a pris tous les animaux, elle a compté les cellules. Et donc la musaraigne, c'est le plus petit mammifère, l'éléphant, c'est le plus gros mammifère terrestre. Et puis là, finalement, le rapport reste toujours à peu près le même, à des epsilon près. Donc il n'y a pas de règle, c'est pas que quand on a plus de neurones, on est plus intelligent ou plus de cellules gliales. Alors que justement, quand on n'avait pas compté les cellules, c'était ouvert à tous les fantasmes. Donc les femmes avaient plus, moins, selon les gens. Voilà, finalement, c'est pareil. Et alors, justement, c'est quelque chose d'amusant parce que c'est donc Susanna Herculano-Uzel qui relevait ça. En fait, initialement, une des premières études sur ce nombre de cellules, c'était des Suédois qui l'avaient faite dans un noyau, le noyau vestibulaire latéral, et ils avaient compté qu'il y avait 10 fois plus de cellules gliales que de neurones dans ce noyau. Et alors, on ne sait pas très bien pourquoi, ça a flambé à partir de là. Et c'est pour ça qu'on a dit il y a 10 fois plus de cellules gliales dans le cerveau que de neurones. C'est pour ça que les gens ont dit on utilise 10% de notre cerveau. Donc c'est faux, bien sûr. Et ça part de là. Et alors, on pourrait croire que c'est complètement anecdotique et quand même, on est entre gens sérieux. En fait, vous voyez, ça, c'est la Bible des livres de neurosciences. Ça a été écrit par Eric Kandel, qui a été prix Nobel en 2000. Et justement, dans l'édition de 2000, il disait les cellules gliales, il y en a 50 fois plus que des neurones dans le cerveau. Donc vous voyez, même les prix Nobel. Et puis ça pousse à l'humilité, parce qu'en fait, il y a 2 ans, moi j'ai fait une conférence pour la semaine du cerveau, et puis j'étais content parce que la conférence était enregistrée et on pouvait entendre la conférence sur France Culture. Vous voyez, j'étais très fier. Et puis le stagiaire qui a écrit l'avertissement, les cellules gliales sont 10 fois plus importantes en quantité, etc. Donc il n'avait pas écouté ou c'était pas clair. Et donc voilà, maintenant mes enfants se moquent de moi, les gens de mon labo ne parlent plus. Bref. Donc voilà, bon, bref. En tout cas, finalement, vous voyez, on connaît le nombre de cellules dans le cerveau à peu près, les pourcentages. Vous voyez, il y a donc la moitié de neurones, 30% d'oligodendrocytes, 15% d'astrocytes, 7% de microglies, environ 15% de cellules qui forment les vaisseaux. Bon, ça fait plus que 100%, mais on est dans le cerveau, donc c'est normal. Alors ça, c'était quand même des comptages approximatifs. Et il y a des techniques en fait là, qui se développent à toute vitesse. Quand les gens ne savent pas trop quoi faire, ils font du séquençage à haut débit. Et il y a des techniques donc, de séquençage de transcriptomique sur cellules uniques. Et ces techniques, ça consiste à dissocier des cellules, et puis vous pouvez, au sein de chaque cellule, en fait, coller des oligonucléotides à tous les ARN, et puis faire des reverse transcriptions ou des PCR, et coller comme ça des oligos. Et en fait, si vous prenez les cellules d'un cerveau, vous les dissociez, vous faites cette manip-là, puis vous les remélangez, vous les redispatchez dans des poules. En fait, les gens ont calculé qu'au bout de 4 manips comme ça, chaque cellule, en fait, a un tag unique, un code barre. Et donc, une fois qu'on fait ça, on peut tout mélanger, tout séquencer, et puis en prenant le code barre, on sait quels ARN appartiennent à quelles cellules. Et de cette manière, en fait, vous voyez, en séquençant le transcriptome de 450 000 cellules dans le cerveau, je ne sais pas le prix que ça a pu coûter, mais en fait, les gens ont identifié 70 types de cellules. Donc, vous voyez, des différents types de neurones, et puis des cellules non neuronales ici, c'est toujours les mêmes, des oligodendrocytes, des astrocytes, et puis des
des cellules du système immunitaire, des microglies. Et en fait, sur cette base, ils disent qu'il y a deux déterminants principaux pour déterminer l'identité des cellules. Ben c'est la génétique, l'histoire développementale, et puis les interactions locales. Voilà. Alors donc finalement avec ça, toutes ces cellules, comment on résout cette équation-là, cette quadrature, beaucoup d'énergie, comment on fait? Ben voilà ce qui se passe. Donc on en était là. Et en fait, la première cellule dont il faut s'occuper, ce sont les astrocytes. Vous voyez, ces astrocytes sont des cellules, sont des très grosses cellules. Si on injecte des colorants, on voit qu'ils ont chacun un domaine. Et puis si on regarde sur une seule cellule, ces cellules sont en syncytium. Les astrocytes forment un syncytium entre elles. Et puis, quand on regarde dans un cerveau entier, ça c'est donc un cerveau de souris, vous voyez, ça ce sont les astrocytes en violet, toujours les neurones en jaune, là. Et puis vous voyez là, les vaisseaux, en fait, on voit bien qu'ils sont entourés d'astrocytes. Ça rappelle le dessin de Carral de tout à l'heure. Et effectivement, quand on regarde des vaisseaux, eh bien en fait, ils sont tapissés de pieds astrocytaires sur les vaisseaux. Et ces pieds astrocytaires forment la barrière hémato-encéphalique, qui est autour de tous les vaisseaux du système nerveux. Et c'est une barrière qui est extrêmement efficace. Si on injecte un colorant en intrapéritonéal à un animal, vous voyez que tous les organes sont colorés fortement, mais le cerveau, là, qui se cache, il n'est pas coloré, il reste blanc, grâce à la barrière hémato-encéphalique. Et cette barrière donc, est efficace, mais pas complètement. Puisque si vous regardez dans le liquide céphalorachidien, donc qui est de l'autre côté de la barrière, eh bien, il y a une diminution forte de la concentration en glutamate, mais on est toujours au-dessus de l'EC50, donc des récepteurs du glutamate, et donc ça ne suffit pas en fait. D'accord, donc c'est bel effort, mais peut mieux faire. Donc, alors qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, il faut retourner à cette reconstitution 3D avec, vous rappelez les neurones et les épines. Eh bien, si on regarde les astrocytes, en fait, les astrocytes sont intimement liés aux synapses. On voit mieux, cette fois-ci, en microscopie électronique en 2 dimensions. Vous voyez une synapse, et puis il y a des pieds astrocytaires qui sont le long des synapses. Et en fait, c'est ces pieds astrocytaires-là qui ont un rôle, le rôle finalement d'épuiser le glutamate au niveau de la synapse par un transporteur, le transporteur du glutamate, qui fait rentrer le glutamate en même temps que du sodium. Et alors justement, on revient à la structure 3D, parce que ce transporteur a été cristallisé en 3D en 2017. C'est 2 trépieds les uns dans les autres, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, c'est exactement la même structure qu'un transporteur de glutamate qui avait été trouvé dans les bactéries des fosses océaniques du Japon. Et donc on se dit, mais comment l'évolution a sélectionné ça? Vraiment, c'est très amusant. Et c'est amusant à lire le papier parce qu'ils sont complètement déprimés, ils croient avoir trouvé un truc nouveau, et puis ils disent, ah, bah, c'est comme les Pyrococcus Hirokishi. Voilà, bah, c'est tout à fait étonnant. Mais en tout cas, ça marche. Donc quand même, si c'était autre chose que le glutamate qui avait été sélectionné, on ne serait pas là, mais ça marche bien. Voilà. Donc c'est un des rôles majeurs des astrocytes, c'est donc de pomper le glutamate, mais comme quand même il ne faut pas gâcher, eh bien, ce glutamate est rendu aux neurones sous forme de glutamine. Donc c'est la navette, qu'on appelle la navette glutamate-glutamine. Voilà. Et alors il y a plus dans l'intégration, c'est que finalement les astrocytes sont pas loin des synapses, et donc ils sont pas loin de l'endroit où il est bon de détecter l'activité synaptique. L'activité synaptique, qui, je vous rappelle, dépense énormément d'énergie. Et en fait, les astrocytes sont capables de sentir cette activité. On pense que c'est via le potassium qui est libéré quand un potentiel d'action passe, et ça enclenche tout un mécanisme, puisque en fait ce potassium-là doit faire marcher la pompe sodium-potassium, donc utilise de l'ATP, et ce signal-là en fait dit à l'astrocyte de pomper
le glucose à partir du sang, puisque vous vous rappelez que les astrocytes sont au contact des vaisseaux. Et donc, ce glucose est donné aux neurones, mais pas sous forme de glucose, parce que le neurone, quand même, il faut tout lui mâcher. Il est donné sous forme de lactate. Et là, le neurone pourra l'utiliser pour son métabolisme propre. Et puis, vous vous rappelez que les astrocytes sont en syncytium. Eh bien, donc, du coup, ils peuvent aller chercher le glucose assez loin de l'endroit où il est utilisé. Donc, vous voyez, c'est une intégration assez remarquable du métabolisme. Je vais passer ça, mais enfin non, c'est juste pour dire que si on regarde, il y a les données de transcriptomique, si on regarde les enzymes qui sont présents chez le neurone et chez les astrocytes, eh bien, on voit que les enzymes de la glycolyse sont plus présents chez les astrocytes, alors que les autres enzymes, les enzymes du cycle de Krebs sont plus présentes dans les neurones. Oui, c'est bien intégré. Voilà. Et alors, il y a une autre fonction de ces astrocytes, hein, c'est ce que je vous disais, on a l'impression qu'il y a des fonctions auxiliaires, il y a des fonctions principales et des fonctions auxiliaires qui font que ça marche mieux. En fait, si on regarde, si on injecte une protéine sensible au calcium dans le cerveau de souris, hein, c'est là, et que ces souris, on leur donne un choc électrique à la patte, et qu'on regarde donc dans les astrocytes, le colorant calcique, c'est une protéine sous le contrôle d'un promoteur qui ne marche que dans les astrocytes. Eh bien, en fait, on voit que les astrocytes répondent, vous allez voir, de manière assez forte. Vous allez voir, vous avez vu, non, je crois que c'était tout au début, répondent aux... Voilà, oui, c'est ça. Vous voyez, il y a une réponse astrocytaire à ça, en réalité, à l'activité des neurones. Alors, à quoi sert cette réponse calcique ? En fait, les gens se battent pour ça. Il y en a qui disent ça sert à ça, d'autres à ça, mais ils se battent, quoi. Hein. Et donc, je ne prends pas à partie. Et il y a plein d'hypothèses, notamment que ça contribue à la neurotransmission en produisant des neurotransmetteurs. Voilà. Alors, je voulais vous présenter une manip qui a été publiée en 2013 par Maiken Nedergaard, qui est une chercheuse, je crois, danoise, qui est aux États-Unis, qui est assez spectaculaire et qui est amusante. Elle a pris des précurseurs d'astrocytes, des cellules souches, dans des cerveaux humains embryonnaires, et elle les a greffés dans des souris. D'accord ? Et elle a regardé ce que devenaient ces souris adultes. Et alors d'abord, vous voyez, en violet, ce sont les astrocytes humains. Donc vous voyez que déjà, c'est une information. Ils envahissent le cerveau des souris. Et puis quand on regarde la réponse synaptique chez ces souris, eh bien, on voit qu'elle est plus grande dans les souris greffées avec des chimères, avec des cellules souches humaines. En marron, ce sont des cellules souches de souris, hein, c'est le contrôle. Vous voyez, ça augmente la réponse synaptique. Et puis, en fait, si on fait un exercice d'apprentissage à ces souris, eh bien, vous voyez, on a l'impression qu'elles apprennent mieux ici hein, que les souris. Donc, c'est très spectaculaire et ça nous donne envie de dire que les astrocytes humains contribuent au fait qu'on est plus intelligent que les souris. C'est peut-être vrai, mais juste quand même, c'est qu'une réponse synaptique et il n'y a pas de raison qu'une réponse synaptique plus grande ce soit mieux qu'une réponse synaptique moins grande. Il n'y a pas de raison. Hein. On a tendance à dire si c'est plus grand, c'est mieux, mais ça peut être aussi de l'épilepsie, donc ce n'est pas forcément souhaitable. Et puis l'apprentissage, en fait, hein, ça consiste à donner un choc électrique quand la souris va dans un coin de la cage. Donc ce n'est pas non plus un apprentissage type BCPST, quoi. C'est du bas de gamme, mais quand même, c'est très spectaculaire et ça montre qu'on est bien dans la transmission synaptique, que les astrocytes participent à la transmission synaptique. Et voilà, c'est très spectaculaire. Donc voilà, donc les astrocytes, hein, ça représente 15% des cellules de notre cerveau. Ça approvisionne les neurones en énergie, ça contrôle l'environnement, le glutamate, mais aussi les ions. Hein. Ça forme la barrière hémato-encéphalique. Et puis en bonus, hein, ça a l'air de contrôler le fonctionnement synaptique. Voilà. Alors, donc toute est une question d'énergie. Donc vous savez ça là, c'est que en fait ça consomme beaucoup d'énergie de faire passer un potentiel d'action. Et quand on regarde des axones dans le cerveau, ben, vous savez, hein, les axones souvent sont myélinisés. Hein, c'est le rôle des oligodendrocytes.
de myéliniser les axones pour diminuer la consommation énergétique. Et effectivement, encore, c'est toujours le groupe de David Atwell a fait le calcul qu'un axone myélinisé dépense 80% d'énergie en moins par rapport à un axone non myélinisé. Donc c'est très très spectaculaire, c'est très utile. Et puis en plus, il y a toujours l'activité bonus, en fait, c'est que les oligodendrocytes en fait, donnent du lactate aux axones par des transporteurs type monocarboxylate transporteur. Ça envoie du lactate. C'est vraiment, en fait, c'est une activité, je dis c'est annexe, mais en fait c'est une activité cruciale, parce que si on mute ces transporteurs, les axones, vous voyez, c'est dans la situation contrôle, la situation mutée, les axones dégénèrent en fait. Donc c'est une fonction tout à fait fondamentale des oligodendrocytes, et on comprend un axone qui est complètement engainé, par où il a son énergie, c'est pas possible. Voilà. Et puis l'autre chose qui est amusante quand même, c'est qu'en réalité, certes, il y a du lactate qui est donné par les oligodendrocytes, mais ce lactate, il vient initialement du glucose que les astrocytes donnent aux oligodendrocytes. C'est encore les astrocytes là, qui ont un rôle majeur. Mais alors, donc voilà, les oligodendrocytes, ça diminue la consommation d'énergie, ça apporte en plus de l'énergie aux neurones, donc c'est quelque chose de très important, mais ça ne marche pas. Vous allez voir, il y a un problème qui est le suivant. C'est une expérience qui a été faite par un groupe suédois, qui est une expérience amusante sur la plasticité des cellules des oligodendrocytes. En fait, ils ont profité de la guerre froide, où il y a eu plein d'essais atomiques et donc plein de carbone 14 rejetés dans l'atmosphère. Et donc, les gens qui sont nés après les années 60, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, et avant les années 90, avant les années 90, il y en a. Voilà, moi, je ne vous dis pas où je suis. Et donc, en fait, on a reçu plein de carbone 14 autour de notre naissance. Et donc, finalement, on peut faire du pulse chase, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont regardé dans le noyau des oligodendrocytes humains où était le niveau de carbone 14. Est-ce qu'il était au niveau de leur naissance ou de leur mort? C'est la mienne. Voilà. Et ce qu'ils ont vu, c'était que dans le noyau des oligodendrocytes, en fait, c'est au niveau de la naissance. Donc, les oligodendrocytes ne se sont pas du tout renouvelés depuis la naissance. Ce sont les mêmes cellules qui sont là de toute la vie. Mais par contre, quand on regarde au niveau de la myéline, le carbone 14 au niveau de la myéline, là, c'est au niveau de la mort. D'accord ? Donc la myéline est en permanent renouvellement. D'accord ? Et bien ça, évidemment, ça consomme énormément d'énergie de renouveler la myéline en permanence. Et donc il y a quelque chose de bizarre à réduire la consommation d'énergie par un système qui en consomme beaucoup. D'accord ? Et puis en fait, c'est encore le groupe de David Atwell à calculer que le maintien du potentiel de membrane de ces cellules, donc qui sont enroulées, qui sont énormes, c'est des cellules énormes, mais ça consomme énormément d'énergie. Et donc, vous voyez, l'économie d'énergie, elle est coûteuse finalement, et ça marche. C'est bizarre, c'est quelque chose de bizarre. Moi, j'ai pas la solution de pourquoi on en est arrivé là, mais il y a quelque chose de bizarre. Bon, par contre, ce qui est connu et clair, c'est que quand même la myéline permet d'accélérer la vitesse du potentiel d'action, vous le savez. Ça va quand on est un petit animal, mais quand on est un gros animal, d'aller à 10 mètres par seconde, ça ne marche pas. Donc là, je ne sais pas s'il y a des baleines dans la salle, mais en tout cas, nous n'en sommes pas là. Voilà. Ok, mais alors quand même, c'est vrai, ça accélère, mais il y a encore un problème. Vous voyez, hop, à chaque fois, on a un nouveau problème. Donc, les gens ont fait de la microscopie électronique là, en 3 dimensions sur des oligodendrocytes, et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans le cerveau, en tout cas, la myélinisation, elle n'est pas du tout régulière. Vous voyez, les bouts de myélinisation, on ne comprend pas du tout à quoi ça correspond. Vous voyez, là l'axone est myélinisé à un moment, et puis il s'arrête, il n'est plus myélinisé, ça recommence, ça s'arrête. Et on ne sait pas très bien à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire biologiquement. Et puis même, encore plus, là c'est récemment, en 2019, les gens ont mesuré l'épaisseur de la gaine de myéline le long d'un axone. Cette épaisseur, elle est très variable. Il y a des fois où elle est grosse, des fois elle est petite. Et finalement, quelle est la logique? À quoi ça correspond? À quoi ça sert? La question se pose encore. Donc on ne sait pas très bien. Voilà. Donc finalement, vous voyez, les oligodendrocytes, c'est 30% des cellules de notre cerveau.
Donc ça forme la substance blanche, hein, et c'est la substance blanche qui est le lieu des leukodystrophies, des pathologies type sclérose en plaques, hein, donc c'est quelque chose de vraiment important. C'est un turnover très dynamique, ça augmente la vitesse de conduction, ça a un soutien métabolique des neurones. Hein, voilà. Au passage, il n'y a pas de, j'aurais dû vous le dire avant, il n'y a pas de pathologie vraiment associée aux astrocytes, vraisemblablement, parce que dès qu'on touche les astrocytes, en fait, c'est létal, vraisemblablement. Il y a quelques pathologies, mais c'est très rare. Alors voilà, donc on est dans cette situation-là, hein, où on a les neurones qui sont protégés de l'environnement des vaisseaux par les astrocytes, et puis il y a les oligodendrocytes. Mais donc ça pose un problème. En fait, il y a une barrière isolante, donc c'est pas mal, mais ça pose un problème. Vous voyez, encore une nouvelle contrainte qui apparaît. Et alors, par exemple, en périphérie, hein, quand il y a une lésion ou une infection, eh bien, les cellules du système immunitaire sortent du système veineux et puis envahissent le tissu pour prendre en charge la lésion. Le problème, c'est que dans le cerveau, ce n'est pas possible. Il y a la barrière hémato-encéphalique. Donc si on a une lésion dans notre cerveau, si on a besoin de cellules immunitaires dans le cerveau, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Donc il faut bien faire quelque chose. Donc que faire ? Alors la solution qui a été sélectionnée est la suivante. En fait, les cellules du système immunitaire viennent de cellules de la moelle osseuse qui elles-mêmes viennent de cellules du sac vitellin, qui sont différenciées très très tôt dans le développement. Eh bien, la solution a été que les cellules du système immunitaire du cerveau soient différenciées directement de ces cellules du sac vitellin avant que la barrière hémato-encéphalique ne se referme vers E13 chez la souris. Et ces cellules-là donc rentrent dans le cerveau sans qu'il y ait la barrière hémato-encéphalique et peuvent s'y différencier. Et ce sont les microglies qui sont donc les cellules immunitaires du système nerveux. Voilà. Et alors justement, voilà, c'est les microglies. Vous voyez un cerveau embryonnaire. En vert, ce sont des microglies ou des macrophages, puisque les microglies sont des macrophages. Et vous voyez, ça c'est le cerveau, hein, à E9. Alors à E9, le cerveau c'est un épithélium qui est en train de se diviser, il ne se passe rien. Hein. Et il y a déjà des microglies, les premières cellules différenciées du cerveau, ce sont les microglies en fait. Donc ça doit bien avoir un rôle, mais pour l'instant on ne sait pas. Et vous voyez qu'au cours du développement, les microglies envahissent le tissu nerveux toujours plus et plus. Et jusqu'à l'état adulte où en fait il y en a partout. Hein, des microglies, c'est vraiment des cellules très étalées, très ramifiées, qui sont là partout. Et puis en plus, donc ça ce sont des cellules microgliales. Et si on regarde, on accorde. Voilà. Si on regarde en dynamique les microglies, bien en permanence, ces cellules envoient et rétractent des prolongements dans le tissu nerveux. D'accord ? En permanence. Et on ne sait pas, hein, ça c'était en 2005 que ça a été publié, donc ça fait 14 ans, 15 ans, et on ne sait pas à quoi ça sert toujours ces mouvements-là. Il y a plein d'hypothèses. En tout cas, ces mouvements sont pilotés par l'ATP extracellulaire. Et en fait, vous voyez, là, c'est encore un cerveau. Et puis ici, on va faire une lésion laser. Et vous voyez, les microglies se jettent carrément sur la lésion. Ouais, boum, elles se jettent sur la lésion. C'est parce qu'il y a de l'ATP qui est libéré. Il y a un énorme gradient d'ATP. Elles y vont, mais on ne sait pas ce qu'elles y font. Hein. On ne sait pas encore. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que si la lésion persiste et si le cerveau est pathologique, eh bien, vous voyez, les microglies changent de forme. Hein, adopte une forme qu'on dit activée, améboïde, on ne sait pas très bien pourquoi. On ne sait pas très bien encore ce qu'elles y font. Excusez-moi, ça ne devrait pas être là. Ça. Voilà. Alors, donc les microglies, ce sont des macrophages. Et étant des macrophages, leur propriété cellulaire principale, c'est d'être des phagocytes. Et en fait, les fonctions qui ont été identifiées pour les microglies, ce sont des fonctions phagocytaires. Je vais vous en présenter, je ne sais plus combien, une ou deux, on va voir. Et la plus spectaculaire, à mon sens, pour l'instant, est celle-là, en tout cas c'est la première. Dans le système visuel, en fait, initialement, les nerfs optiques se séparent en deux, hein, projettent dans le noyau genouiller latéral, dans le thalamus. Et au cours du développement, en fait, il y a une restriction
hein, la partie ipsilatérale est éliminée et il ne reste que la partie contralatérale. Et c'est pareil des deux côtés, hein, mais bien sûr, j'indique que d'un côté. Et ben, ce que les gens, c'est un groupe de Harvard, non, de Stanford, qui a montré, c'est qu'en fait, dans le noyau genouillé latéral, il y a des microglies. Et ces microglies-là, en fait, si on regarde du côté ipsilatéral, elles sont pleines, absolument pleines de bouts de neurones. Donc ça, c'est à 3 jours, c'est comme ça. À 5 jours, la restriction commence. Et les microglies sont pleines de bouts de neurones. Si bien que, alors qu'après, une fois que la restriction a été faite, eh bien, il n'y a plus rien dans les microglies. Et en fait, ce sont les microglies, semble-t-il, qui sont responsables de cette latéralisation des nerfs optiques pendant le développement par leur action phagocytaire. Et il semble que cette activité phagocytaire soit liée aux protéines du complément qui sont exprimées par les neurones, et les microglies expriment des récepteurs au complément. Là, non, parce qu'en fait, ce sont juste les axones qui sont phagocytés. Voilà. Ouais. Mais il y a des, on pourra en revenir, mais les microglies sont capables d'induire l'apoptose développementale des neurones dans certaines situations. Voilà. Et même ici, tout de suite. En fait, vous savez que chez l'adulte, même si c'est un débat, chez l'adulte, il y a de la neurogénèse chez l'adulte, principalement dans l'hippocampe. On peut identifier les cellules en injectant du BRDU. Et bien en fait, ce que les gens ont réalisé, c'est que les microglies phagocytent une grosse partie des cellules nouvellement synthétisées dans l'hippocampe. Et en fait, ce n'est pas une grosse partie, hein, c'est la moitié des cellules. La moitié des cellules générées dans l'hippocampe sont phagocytées par les microglies en conditions physiologiques. Et ça, c'est vrai chez l'adulte, mais il semble que ce soit aussi vrai pendant le développement. Et c'est une énigme complète. Hein. Pourquoi phagocyter la moitié des cellules? Ou de l'autre manière, pourquoi en fabriquer 2 fois plus? On ne sait pas. Je vous dis, moi, on ne m'a rien demandé. Hein. Voilà. Alors, je voulais terminer en vous parlant de ce qu'on fait nous dans le labo. On s'intéresse, nous, au rôle que pourraient avoir les microglies sur les synapses, puisque en fait, les microglies sont des cellules qui ont des interactions fonctionnelles avec les autres, pas seulement quand elles les phagocytent. Et donc, on s'intéresse donc à ce lien-là. Et alors, plus précisément, en fait, dans le labo, il y a des gens qui s'intéressent aux récepteurs, aux neurotransmetteurs, mais alors à des fonctions cellulaires. Et en particulier, il y a ces gens ont développé des outils pour analyser le comportement de récepteurs en molécules uniques. Et ce qu'ils ont regardé, donc ici en jaune, ce sont des synapses, et puis en violet, c'est un récepteur, une molécule de récepteur. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que ces récepteurs bougent en permanence au niveau des synapses. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort de tous les côtés. Certains récepteurs sont fixes, sont stables aux synapses, stables en dehors des synapses, et d'autres rentrent et sortent en permanence. Eh bien, dans une première étude qu'on avait faite, on s'était rendu compte que, donc, en fait, si on regarde à un état stationnaire, il y a autant de récepteurs qui rentrent que de récepteurs qui sortent. Hein. Là, c'est une molécule, bien sûr, on a échantillonné, mais si on en regarde plusieurs au même moment sur un neurone entier, eh bien, c'est stable, c'est assez stable. Le nombre de récepteurs qui bougent aux synapses sont stables. Et en fait, ce qu'on avait observé, je vous passe vraiment tous les détails, c'est que si on enlève les microglies, eh bien, c'est stable, mais il y en a beaucoup moins. Donc, on a l'impression que les microglies contiennent les récepteurs aux synapses. On ne sait pas très bien comment, même si là on avait mis en évidence le fait qu'il y avait un rôle des prostaglandines, mais le mécanisme fin, on ne le connaît pas. Donc ça, c'était une première étude et puis, qui montrait ça. Et puis on a voulu faire quelque chose de plus intégré, et on a vu, il y a une potentialisation, ce qu'on appelle une potentialisation à long terme des synapses inhibitrices qui est possible. En fait, dans un neurone excitateur, si on met du NMDA, un agoniste des récepteurs du glutamate, pendant 2 minutes, en fait, et qu'on mesure la force des synapses inhibitrices, il y a une sorte de régulation homéostatique. Hein, quand il y a beaucoup d'activité, la cellule compense en augmentant la force des synapses inhibitrices. D'accord ? Donc beaucoup d'activité, plus de synapses inhibitrices, assez rapidement, en quelques minutes. D'accord ? Et on s'est dit, je peux vous raconter pourquoi, mais que peut-être que les microglies auraient un rôle là-dedans. Donc si on mesure, donc là, on a mesuré les récepteurs du GABA, donc les récepteurs inhibiteurs, à ces synapses inhibitrices. Vous voyez ici, c'est les synapses inhibitrices. On peut les identifier parce qu'il y a des cellules d'ancrage
de ces aux synapses inhibitrices, eh bien, ce qu'on voit, c'est que quand on induit cette potentialisation, il y a une augmentation de la quantité de récepteurs qui explique l'augmentation de la force synaptique. Ça, c'est normal. Et là encore, je vous passe les détails, je vous montre en gros. Ce qu'on a vu, c'est que si on enlève les microglies, on a fait ça sur des tranches organotypiques, des tranches de cerveau en culture, eh bien, si on enlève les microglies de ces tranches, il n'y a plus cette régulation. Vous voyez, donc les microglies semblent nécessaires à ça. Et en fait, on a même identifié le facteur qui est impliqué là-dedans. C'est le TNF. Les microglies fabriquent du TNF, Tumor Necrosis Factor, mais là, ça n'a pas d'importance le nom. Et quand soit on met un anticorps anti-TNF, ou bien on prend des souris dans lesquelles le TNF est muté uniquement dans les microglies, il n'y a plus cet effet-là. Et on a même identifié le chemin entre les neurones et les astrocytes, parce qu'en fait, quand les neurones sont très actifs, ils produisent de l'ATP, et en fait, si on bloque un des récepteurs de l'ATP, de type P2X7, ici, eh bien, on prévient cette augmentation de récepteurs à la synapse. Donc vous voyez, on a l'impression que en état actif, les neurones produisent de l'ATP qui induisent la production de TNF par les microglies, qui induit une augmentation des récepteurs GABA aux synapses. Et alors c'était marrant quand on a quand on a compris ça, il y a des gens qui nous ont dit tiens c'est marrant, c'est les mêmes acteurs que pendant le sommeil. Il y a des 2000 modèles qui expliquent le sommeil, c'est-à-dire que pendant l'éveil il y a de l'activité, ça fait de l'ATP. Sans qu'on sache comment, les gens ont dit « Ah, ça fait de l'ATP ». D'autre part, les gens ont dit « Ah, mais il y a aussi du TNF ». Et il y a d'autres gens qui ont dit « Ah oui, il y a des synapses inhibitrices ». Donc peut-être que c'est un lien entier. Pour l'instant, c'est qu'un modèle, c'est qu'une hypothèse qu'on a testée pour l'instant d'une manière, même s'il y a d'autres manips en cours. C'est de regarder comment les souris répondent en déprivation de sommeil. En fait, quand on empêche des souris de dormir, eh bien, vous savez comment on empêche des souris de dormir ? Non. En fait, c'est un peu malheureux. On leur met des nouveaux objets dans la cage. Et en fait, je crois qu'elles s'ennuient tellement qu'on leur met un bouchon de stylo et elles restent réveillées pendant 1 heure sur le bouchon de stylo. Et après, on leur met un mouchoir. Un mouchoir. Et donc, voilà, on peut les tenir comme ça la moitié de la nuit, réveillées. Je me sens coupable après, mais bref. Et donc, quand on fait de la déprivation de sommeil, la réponse des souris, c'est de passer moins de temps réveillé, bien sûr, plus de temps en sommeil lent, et puis le sommeil paradoxal ne bouge pas. Et en fait, quand on enlève les microglies, eh bien, on n'a quasiment plus du tout de réponse à une déprivation de sommeil. Voilà. Donc peut-être qu'on est dans cette structure-là. On a des données ultra préliminaires qui montrent que quand on enlève le TNF, ça répond aussi de la manière à laquelle on s'attendait. Voilà, donc ce que je vous ai dit, c'est que les microglies, c'est 7% environ des cellules du cerveau, c'est les cellules immunitaires du cerveau qui sont activées dans les pathologies. Elles sont dynamiques et réactives. Elles phagocytent des débris, alors si les axones, on peut les appeler des débris, et puis elles semblent impliquées dans la biologie des synapses. Oui. Ouais, c'est étonnant, hein. Ouais, on peut. Ouais, on peut. Et juste, je vous dis quelques sujets qui excitent un peu tout le monde en ce moment. C'est les différences entre les mâles et les femelles. Parce que figurez-vous qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, ce qu'on découvre. Voilà, et donc il semble que c'est vrai. On ne sait pas du tout le rôle de ces mouvements. Là, il y a des gens, notamment ici à l'ENS, qui comprennent des rôles développementaux majeurs de ces cellules. Et puis dans les pathologies, on ne sait toujours pas si c'est l'œuf ou la poule, si la pathologie des microglies induit la pathologie du cerveau ou si c'est le contraire. Donc voilà, donc ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est la source de l'efficacité, de la performance du cerveau. Donc on a à peu près 100 milliards de neurones, 100 milliards de cellules gliales. Les neurones font de la conduction et de la transmission d'informations, mais sont fragiles. Les astrocytes sont responsables de l'homéostasie du milieu extérieur et de l'approvisionnement en énergie. Les oligodendrocytes font l'isolation électrique et approvisionnent aussi en énergie. Et puis les microglies, c'est la base de l'immunité.
et puis sont impliqués dans la biologie des synapses. Donc bien sûr, l'efficacité du cerveau repose sur les interactions harmonieuses de ça. Sans ces interactions, les neurones ne peuvent pas fonctionner, donc on ne serait pas là. Voilà. Et puis bien sûr, les pathologies sont liées à des interactions disharmonieuses, assez souvent. Voilà. Et puis je terminerai quand même en disant que vous voyez, finalement, on y arrive. Donc vous pouvez montrer le film à vos élèves, si vous leur dites la suite, bien sûr. Voilà. Je vous remercie de votre attention.